À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. J'ai compris. Bonjour Yasmina, elle s'est cachée. Bonjour Christophe. Eh bien, Bonjour. ravi, Bonjour Claire, je me suis cachée. donc ravi de vous retrouver pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 3 au 10 juillet 2023, la troisième phase de la quatrième lune de printemps nord, automne sud, car en effet, cette lunaison a commencé le 18 juin, donc 3 jours avant le jour du solstice, où le soleil entre dans le signe du Cancer. C'était donc encore, elle s'est amorcée au printemps, cette lunaison, donc je pense que Christophe, tu es d'accord, on parle d'une lunaison de printemps encore. On attaquera Oui, ben oui. la première lunaison d'été, Ce donc, qui donne ouais, ouais. le Ce qui 18. donne un impact plus fort au l'ingresse de Bélier, Oui, Ah, on est peut-être. encore sous cet effet-là, ouais. Effectivement, on regardera ça tout à l'heure. Ben oui, voilà. Alors là, on va parler de ce qu'on va voir cette semaine, donc la Lune, puisque nous partons de la pleine Lune jusqu'au dernier quartier. Donc, la pleine Lune, je partage avec vous l'écran. On aura tous les renseignements sous les yeux. Ça, c'est pour plus tard. J'ai tout là aujourd'hui. Voilà. Là, j'ai mon PDF. Donc, voilà la fiche que vous pouvez télécharger et imprimer. Où, du coup, vous avez un résumé en couleur, un résumé chronologique et en couleur de tout ce qui se passe dans la semaine, avec ce qu'il y a à voir, c'est en rose ou en vert. Voilà, le reste, ça ne se voit pas. Mais ça vous renseigne sur ce qui se passe dans le plan équatorial. Donc ça, le plan écliptique en rose visible. En bleu, le plan héliocentrique, donc ce qui est vu du Soleil. Donc quand c'est en rose et en noir, bah, c'est que par exemple Lune conjoint Pluton. Hein. Bah, on voit la Lune, mais on ne voit pas Pluton. Bon, c'est pour ça que j'ai mis la Lune en rose et le reste en noir. La Lune, changement de signe de la Lune, je les mets en gris. Puis sinon, le reste, voilà. Et en vert, ce qui concerne le Soleil, la Lune et les planètes devant Ah, les étoiles, les constellations. Donc, voilà. Et les conjonctions des planètes avec les étoiles, car cette semaine, au dernier quartier, nous avons Mars qui est conjointe à Régulus, l'étoile alpha du Lion. On va voir ça. On va d'abord parler de la Lune. Donc, la Lune qui se lève bah, pour la pleine Lune. Donc déjà, la pleine lune, c'était une nuit de pleine lune, la nuit du 2 au 3 et du 3 au 4. Donc elle est pleine à 13h38, donc à peu près bien au milieu de la journée. Donc le soir du 3, elle se lève. Le soir du 3, elle se lève après le coucher du soleil, hein, à 22h23 pour un soleil qui se couche à 21h40. Elle se lève déjà plus d'une heure plus tard que la veille. Elle va prendre plus d'une heure de retard chaque jour. Elle culmine à 2h31, donc la nuit du 3 au 4, et se couche à 6h43. Donc pour le soleil qui se lève à blablabla, à c'est que j'ai mis mon soleil. C'est pas là, à 6h16. Donc elle se lève, elle se couche après le lever du soleil. Et donc on va voir la Lune au cours de la semaine dans le ciel de fin de nuit et du matin. Donc le 4, elle est conjointe à Pluton, elle nous servira pour repérer à peu près où se trouve Pluton. Alors elle est très basse, elle passe très bas dans le ciel, c'est la pleine lune la plus basse de l'année. En plus, elle est donc en déclinaison minimale le 3 à 3h27 et loin en dessous du plan de l'équateur, elle est hors limite zodiacale sud. Et après, elle remonte donc en déclinaison dès le 3. Et en latitude, elle descend jusqu'au 4, 21h26, où elle se trouve au plus bas, en dessous du plan de l'écliptique. Là, toujours, c'est 5 degrés, une minute. Et donc, ce qu'on appelle le ventre du dragon, qui est au carré de l'axe des nœuds. Hein, ventre et aile du dragon. C'est le plus bas sous l'écliptique, le plus haut au-dessus de l'écliptique. Et les nœuds, c'est quand ça croise l'écliptique. Et donc, c'est au carré.
Alors, je vous parlais d'abord de ce qu'on aura à voir. Donc, on va voir la Lune se lever une bonne heure plus tard, de soir en soir. On la verra conjointe à Saturne, donc le 7, donc le ciel de fin de nuit, donc la nuit du 5 au 6, du 6 au 7, pardon, la nuit du 6 au 7. On la verra conjointe à Saturne, donc plutôt en fin de nuit, bien sûr. La planète sera au-dessus de la Lune. Elle est conjointe à Neptune le 8, donc Dans là, c'est l'exorcisme. invisible, bien sûr, Neptune. Donc, on verra la Lune à droite de Neptune la nuit du 7 au 8 et la Lune à gauche de Neptune la nuit du 8 au 9. Et nous arriverons tranquillement au dernier quartier le lundi 10 juillet, donc à 3h47 à notre montre. La Lune sera dans le 18e degré du signe du Bélier, le Soleil du Cancer, donc la Lune devant la constellation des Poissons, le Soleil des Gémeaux. Je rappelle que la pleine Lune, elle, mince, oups. Ah non, j'ai effacé des trucs. Ah, voilà. La pleine Lune est dans le 12e degré du signe du Capricorne, la Lune et le Soleil Cancer. Lune devant la constellation des Gémeaux, du Sagittaire, et le Soleil, celle des Gémeaux, donc jusqu'au 20, par là, à peu près vers le 20 juillet. Donc reprenons une petite chronologie de tout ça, jour après jour. Donc, lundi 3 juillet, 3h27, la Lune est à sa déclinaison minimale, donc au plus bas en dessous du plan de l'écliptique, hors limite zodiacale sud. À 13h38, c'était la pleine Lune. À mardi 4 à 8h51, Vénus passe à son nœud descendant. Donc, ça, c'est un événement qui compte aussi bien en héliocentrique, parce que c'est quand même le repère le plus fiable, et en géocentrique, elle passe aussi à son nœud descendant, donc à quelques minutes près, à la même heure qu'en héliocentrique. Et en géocentrique, elle est dans le 23e lion, donc ça, c'est variable. Tandis qu'en héliocentrique, quand elle passe à son nœud descendant, c'est qu'elle est dans le 17e degré du signe du Sagittaire. Et ça, c'est invariable, à part un petit décalage séculaire d'1 degré à peu près. Donc voilà, Vénus à son nœud descendant, mardi 4, elle passe donc en latitude écliptique sud, en dessous du plan de l'écliptique. À 18h45, mardi 4, la Lune est conjointe à Pluton, donc en géocentrique, bien sûr. On va voir ça avec Stellarium. Et à 19h09, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Lion. Donc voilà, elle va être en Lion jusqu'au 10, où elle rentre en Vierge. Mardi 4 encore, la Lune, elle, entre dans le signe du Verseau. Et encore mardi 4, à 21h26, elle est à sa latitude minimale, donc à partir de là, elle va remonter aussi en latitude. Et mercredi 5, à 0h25, elle est au périgée, donc au plus près de la Terre, elle trace. Ça veut dire qu'elle passe vite. Ça veut dire que son pas journalier dans le ciel est rapide. D'un jour à l'autre, elle va avoir fait 15 degrés visuels. C'est pas en ligne. Pardon? Je n'ai pas bien entendu. C'était Pleine lune. à propos du périgée, Je sais pas. parce que je disais qu'elle traçait. D'un jour à l'autre, elle avance, elle prend 15 degrés dans le ciel et 15 degrés plus à gauche le lendemain que, voilà, d'un jour à l'autre, quand elle est autour du périgée. Donc, mercredi 5, donc, Ah, autour du périgée, elle va plus vite alors. ah oui, 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 D'accord, oui, visuellement, ah oui, autour du périgée, son pas apparent est d'accord. rapide. Et vous savez que son pas journalier est de 12 à 15 degrés. À 15 degrés quand elle est au périgée, 12 degrés Mhm, quand elle est à l'apogée. mhm. Donc voilà, ça va vite, les choses vont vite. Mhm. Donc, et elle rentre dans les limites zodiacales sud, donc le mercredi 5 à 6h10, donc elle remonte en déclinaison. Jeudi 6 à 19h32, elle entre dans le signe des Poissons. Jeudi 6, toujours 22h05, la Terre est à l'aphélie, au plus loin du Soleil, donc où on peut dire le Soleil est qu'est-ce que j'ai dit? Putain, attendez, je vois l'énorme erreur là. Soleil apogée, et j'ai marqué Soleil périgée. Ah, la correction à faire. Ah, corrigé.
sur Ah, la fiche corrigée. Soleil je- apogée, la Terre, point de vue je- héliocentrique, est à l'aphélie. Hélie, H-E-L-I-E, c'est le Soleil. Et le Soleil est donc euh, à l'apogée, donc au plus près au plus loin de la Terre. Donc ça nous fait 152 millions de kilomètres. C'est toujours autour du 4 juillet, mais c'est variable. Si on a le temps, on va regarder ça tout à l'heure. Il y a un excellent article sur la lettre d'information de l'IMCCE. Alors, la Terre est donc au plus loin du Soleil et à partir de là, elle va se rapprocher jusqu'à son périhélie qui est toujours début janvier. Vendredi 7, 2h56, Mercure rentre dans les limites zodiacales. Alors elle était hors limite zodiacale nord depuis un certain temps, mais pas très longtemps, depuis vers le 20 juin. Elle a atteint sa déclinaison maximale le 1er juillet, et donc elle est un peu hors limite zodiacale, et elle redescend, et elle passera en déclinaison sud le 21 août. Elle est donc dans le signe du Cancer en ce moment. Et vendredi 7, donc 6h47, la Lune est conjointe à Saturne, donc on verra ça dans le ciel de fin de nuit, où le Saturne se lève à minuit à peu près maintenant, à 0h de la montre. Samedi 8 à 1h47, en héliocentrique, Mercure est à sa latitude maximale, donc au-dessus du plan de l'écliptique du point de vue du Soleil, parce qu'en géocentrique, ce sera le 11 juillet. Et là, c'est pareil, en héliocentrique, c'est toujours 7 degrés, l'inclinaison de Mercure sur le plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil. L'inclinaison du plan Mercure-Soleil, ben, elle est de 7 degrés, donc maximum ou minimum, c'est toujours 7 degrés. Tandis qu'en géocentrique, c'est totalement variable, c'est une question d'angle. Donc, et là, donc 1,51 de latitude maximale en géocentrique le 11 juillet. Le 8, 17h21, la Lune est conjointe à Neptune, donc à Neptune invisible, mais avec la Lune. À droite, la nuit du 7 au 8 et à gauche la nuit du 8 au 9, on peut se repérer un peu où est Neptune, mais c'est quand même mieux quand il n'y a pas la Lune. Et samedi 8, Pluton revient devant la constellation du Sagittaire, car elle était depuis le 1er mars devant la constellation du Capricorne. C'est lié aussi, enfin bon, mais c'est comme c'est pas. euh, ça tombe pas pile en même temps, bien entendu, que le changement de signe. Donc, ben voilà, elle revient devant elle est rétrograde donc depuis le 1er mai et revient devant la constellation du Sagittaire, donc le 8 juillet, et elle va se retrouver devant le Sagittaire jusqu'au 3 janvier, où elle reviendra du coup devant le Capricorne, et elle sera, où elle rentrera dans le signe du Verseau également, début 2024 à nouveau. Samedi 8, attention, C'est la pas là où Lune. il y aura de l'abondance? Ah, Pardon, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit c'est pas là où il y aura de l'abondance parce qu'il y a Pluton qui est en Sagittaire. ça ira pas si vite. ah, Non, non, c'est pas le signe en plus, hein, c'est la constellation. Donc, faut pas coller Non, la au niveau constellation. interprétatif Mm. le sens des signes à ceux des constellations, parce qu'en fait, ça oblige à prendre le grand recul de la précession des équinoxes. Voilà, là, on se met dans une perspective de 26 000 ans et on reconsidère la chose. Donc, on ne pense pas à nos petites vies à nous. Là, on voit les grands mouvements, les civilisations, les grands mouvements humains. Enfin, si, nos petites vies à nous, dans notre monde intérieur, ça nous touche aussi. Mais c'est un peu complexe. Alors, si on développe ça, on n'a pas fini là. Donc, samedi 8, Non, la non, non, il n'y a Lune pas de souci. dans le signe du Bélier. Bon, ben, nouveau démarrage à 21h18. Dimanche 9, rien de spécial. Lundi 10, c'est donc le dernier quartier à 3h47. À 5h28, Mercure arrive devant la constellation du Cancer. Elle va se trouver devant la constellation du Cancer, donc près de l'amas de la Crèche, jusqu'au 21 juillet. Bon, elle est difficile à voir. Elle sera dans le nord de la France, elle ne sera pas visible. Dans le sud de la France, deuxième quinzaine de juillet, elle sera détectable, donc dans les lueurs du crépuscule. Donc, elle entre en héliocentrique dans le signe de la Vierge, Mercure, le lundi 10 à 8h27. Mars, j'aurais dû le mettre en noir.
hein. Il y a Et aussi- puis le soleil apogée, je vais être obligé de faire des corrections. Mars entre dans le signe de la Vierge lundi 10, donc Mars fait à peu près 2 mois dans chaque signe. Elle était donc depuis le mois de mai, hein, dans le signe du Lion, en géocentrique, et maintenant elle rentre en Vierge, et jusqu'au 27 août. Donc, et du coup, dans le ciel, on la voit conjointe à Régulus, l'étoile alpha du Lion, car Régulus marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 1er degré du signe de la Vierge. Donc voilà, quoi d'autre à dire avant d'aller voir sur Stellarium. Bon, ça va être c'est la semaine des astéroïdes, on en reparlera, il y en a pas plus d'événements extraordinaires que ça dans le ciel, mais le 30 juin, c'était la journée mondiale des astéroïdes, oui, voilà. Donc on reparle des missions vers les astéroïdes et puis de tout ce qui est lié, donc entre autres tous les météorites, météoroïdes. Donc on va en reparler un peu si on a le temps à la fin. Quelques étoiles filantes, là-bas donc justement des météores, les Pégasides de 2 juillet maximum le 10 juillet, et aussi les Alpha Capricornides. Donc tournez-vous vers l'est hein, et tranquillement dans votre transat, guettez les étoiles filantes, c'est pas encore les Perséides. Et voilà, et on a donc Mercure qui était dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc depuis un peu avant sa conjonction supérieure au Soleil, qui était le 1er juillet, donc elle était tout près du Soleil, donc dans le champ du coronographe, et là, elle en sort, donc c'est pour ça que je disais, ceux du sud de la France pourront peut-être tenter de voir Mercure. Alors maintenant, on va sur Stellarium, et on va regarder le lever de la Lune le 3 au soir, et puis on va suivre la Lune et le ciel du soir. Alors déjà là, bon, nous sommes vers l'ouest, on va guetter le coucher du soleil le 3 au soir, se couche 21h40 chez moi, un petit peu plus tard que ça encore à Paris. Donc il se couche ouest-nord-ouest de plus en plus près de... Attends, Tu oui, dis... je t'écoute, Claire, oui, Claire. Ah, j'ai cru que tu me disais un truc. Je vais te dire, l'heure du coucher, à Paris, c'est 21h57, Ah ouais, il y a le coucher du soleil. 17 minutes d'écart. Ou alors c'est pas exactement les mêmes Ouais. données, mais c'est pas mal. Hein. Attends. Oh, et Le 10, demain, non, c'est pareil. oui, oui. Pour l'instant, Le ça 10? diminue très peu. Après, ça va. Ouais, ouais, ouais. Au 3, on est dans les levées de soleil les plus tardifs de l'année. Même si le jour que maintenant diminue, il diminue Ça bouge pas. sur le matin et le soir, il traîne Ça encore bouge à pas cause de l'équation de ça temps. bouge pas jusqu'au 10 encore. À peu près, ouais, c'est ça. Ah ouais, Bon, ah ouais. néanmoins, une fois que le soleil est couché, enfin, hein, on ne peut pas manquer Vénus. Vénus tout près de Mars. Bon, qu'on va encore voir ce mois de juillet, puis après, on ne les verra plus du tout, ni l'une ni l'autre. Et donc, plus on va aller en juillet, avancer dans le mois de juillet, moins elles vont être faciles à voir, elles vont se coucher de plus en plus tôt. Bon, Vénus est à son éclat maximal, donc elle a beau être de plus en plus bas et se coucher de plus en plus tôt, il n'y a pas photo, on ne peut pas la louper. Hein. C'est l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Donc, elles sont devant la constellation du Lion, n'est-ce pas? Et ici, nous avons l'étoile Régulus, à laquelle Mars va être conjointe le 10. Donc, on va regarder, là, on est le 3, on va aller 2 jours en jour, toujours à la même heure, 22h35. Donc, vous voyez le déplacement de Vénus et le déplacement de Mars. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et effectivement, je suis déjà le 11, non, le 10. Effectivement, Mars se trouve juste au-dessus de Régulus. Donc, ça se verra bien sûr à l'œil nu, si le ciel est propre. Et pour bien les distinguer, peut-être il faudra des jumelles. Parce qu'elle est à moins d'1 degré hein, de Régulus. Elle est à 1 degré, même pas, oui, 38 minutes. Moins d'1 degré d'écart entre les deux. Donc voilà pour le ciel du soir.
Donc après, voilà, la nuit tombe. Vénus, donc elle se couche maintenant avant minuit, toutes les deux, hein, Vénus la première. Donc ensuite, je vais revenir en début de semaine, le 6, le 5, le 4. Le 4, allez, le 4 au soir. Alors, 1 heure plus tard, à 23h30, il commence à faire à peu près nuit. Donc, le lion plonge à l'ouest, là, vous voyez. Je vais réduire un petit peu, je mets le nom des Ouais. constellations. Donc, le lion se couche, la Vierge est en train de descendre, passe au sud-ouest, culmine au sud le Scorpion avec Antares du Scorpion, donc 23h30. Ok, et puis brille très fort Arcturus. Il faut lever un peu la tête. Je vais mettre la grille zénitale. Alors, brille très fort dans le ciel Arcturus du côté de l'ouest et Vega du côté de l'est, Vega qui est très haute et qui va quasiment passer au zénith 2 heures plus tard, et Arcturus qui est sur le couchant, et également donc Antares du Scorpion qui est un peu plus bas mais qui brille rouge également comme Arcturus, et donc notre grand triangle de l'été avec Vega ici, Deneb du signe là-haut, ici, et Altaïr de l'Aigle qui s'élève bravement dans le ciel du côté de l'Est en début de nuit. Voyez, donc ici c'est le 4, 23h35, la Lune se lève. Donc le 4, elle se lève à 23h12, elle a pris déjà beaucoup de retard. Le lendemain, elle est dans la constellation du Capricorne. Le lendemain, il va falloir prendre une petite heure de plus. Vous verrez, elle est conjointe à Pluton le 4, oui. Vous avez Pluton par ici. Petit coup d'œil Bonjour sur Didier. une conjointe à Pluton le 4. Oh, Didier nous rejoint. Voilà, puis je vais lui mettre sa figure complète, enfin sa phase, la mettre en plus gros. Seulement, quand on affiche, quand on grossit la Lune, les heures de lever, de culmination et de coucher changent. Alors, elles sont, ça c'est à ce moment-là, c'est pas exact, mais bon, vous en fichez un peu parce que c'est localisé pile pour chez moi, donc forcément chez vous, c'est pas la même chose exactement. Donc, Pluton se trouve là, entre la constellation, tiens, puisqu'elle change de constellation, justement, du Capricorne et du Sagittaire. Donc, Au Sagittaire. comme son mouvement est rétrograde, elle revient devant la constellation du Sagittaire. Et elle est rétrograde, si je me souviens bien, je ne sais plus, vous allez me le dire, jusqu'au mois depuis le 1er mai, jusqu'au mois de novembre à peu près, octobre peut-être. Ce sera la première à sortir de sa rétrogradation, puisque c'est la première. Donc voilà, le 4, Octobre. la nuit du 4 au 5, octobre, hein, ouais. La nuit du 4 au 5. Ah oui. Là, alors on va se mettre sur la Lune. Hop. Le zénith. La nuit du 5 au 6. La Lune se lève 23h44, le 5, si c'est vrai. Elle se lève plus tard, ça c'est sûr. Alors la nuit du 6 au 7. Elle est tout près de Saturne, donc en bas à droite de Saturne, la nuit du 6 au 7, vous voyez, nous sommes est-sud-est. Saturne se lève maintenant aux alentours de 0h, un petit peu après 0h encore. Enfin, un petit peu plus tôt chaque jour d'ailleurs. Donc la Lune est gibbeuse décroissante, n'est-ce pas, hein, sa portion éclairée diminue de jour en jour, mais elle est encore entre ronde et demi. Donc le 8, la nuit du 7 au 8, comme tu veux la Lune, allez, un petit pas. Ouh. Ah, non. Allez, ça y est. Ah, mais où c'est qu'on va là? Je suis revenu en arrière.
avec zoom en plus, Stellarium est un peu relou, faut le dire. Donc nous voilà la nuit du 7 au 8, ouais. Donc elle se lève nettement plus tard, elle est déjà loin de Saturne. Elle se lève aux alentours de 0h40. La nuit du 8 au 9, elle se lève aux alentours de 1h. Elle est tout près de Neptune, voilà. Elle va être conjointe à Neptune, donc on va chercher Neptune. Donc ça va voir bien sûr tout ça dans le ciel de fin de nuit, du côté de l'Est. Donc voilà, la nuit du 8 au 9, donc le 9 en début, le 9 aux premières heures en fin de nuit, quoi, avant le jour. Donc la Lune est à gauche de Neptune le 9 et le 8, elle était à droite. Voilà. Le 8, elle est à peu près à la même hauteur. Et le 9, elle est en dessous, à gauche. Elle se lève donc à 0h43, à peu près. Et le lendemain, le 10, la nuit du 9 au 10. Ah, mais j'appuie au bon endroit, alors évidemment. Nuit du 9 au 10. Ah, ça y est, il y en a trop. Il va avoir une indigestion comme moi. Ah, là voilà. On recommence. Nous arrivons donc au dernier quartier. Ben là, j'en ai 2 jours de trop. Excusez-moi. Voilà, et donc elle se lève à 1h18 à peu près. Enfin bon, c'est à peu près l'heure, quoi. Et donc, parce qu'elle remonte en latitude, hein, donc à partir de. Ça rapproche maintenant. C'est les premiers jours, juste après la pleine lune, là, qu'il y a un grand écart de temps entre son lever de soir en soir et après la fin de la semaine, ça, les levées se rapprochent d'un soir à l'autre et la lune diminue. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous reste donc à voir dans le ciel du matin? Ben, donc Saturne, et puis il y a Jupiter aussi, à laquelle la lune sera conjointe le 11. Jupiter maintenant est visible. Voilà, il faut attendre un petit peu, c'est tout. Merci. Elle se lève vers 3h, 2h15. Merci. Jupiter qui se lève vers 2h15. Et puis, il y a aussi Uranus, mais qu'on ne voit pas encore. Enfin, on peut commencer. Et là, une fois que la pleine lune et sa conjonction à la lune va être passée la semaine prochaine, voilà. Là, il est 3h40 à peu près, donc c'est encore la nuit noire. Et on peut chercher Uranus avec des jumelles, mais enfin, on attendra le mois prochain. Vaut mieux revenir en milieu de nuit. Je te coupe des petits morceaux. Oui. Voilà, on est à peu près en milieu de nuit. On va se tourner, on va s'allonger par terre et on va regarder le zénith. Ouais. Au zénith, alors on va se mettre l'étoile polaire, par exemple. Il faut se repérer, hein. Je mets le nord ici, donc, en bas. Donc, c'est comme si j'avais les pieds et la tête là, au contraire. Et donc, ben, on voit au milieu de la nuit, c'est Vega qui est tout près du zénith. Et il y a Hercule, le cygne et la tête du dragon ici qui entoure le zénith. Et le ciel tourne inlassablement. Donc, le Bouvier, Arcturus du Bouvier va se coucher, culmine en milieu de nuit le Sagittaire et l'Aigle pas loin, et s'élève donc les Poissons et Pégase. C'est le ciel immuable du début de nuit. Après, par contre, la planète et la Lune, elles, ça varie. Alors, on va parler un tout petit peu des événements et partager quelques images. Je vous emmène sur le site, partager les quelques images que j'ai sélectionnées pour vous. Donc ici, ça c'est la météorite de Saint-Pierre-le-Vigier qui est tombée au mois de février-mars, là. Donc il y a tout un article sur les météorites, un très très bon article d'ailleurs. Et voilà, ça c'est le plus gros morceau de la météorite. Enfin, j'en aurais d'autres à vous dire à propos d'une météorite, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Nous avons comme autres images une image du télescope Hubble, une galaxie Méduse, parce que Hubble continue à travailler. Hein. C'est pas parce qu'on a James Webb Telescope
Et puis, ce qui occupe la chronique cette semaine, c'est le lancement de Euclide, le télescope spatial européen, qui va observer dans le visible et en proche infrarouge. Il va scanner un tiers du ciel et faire des cartes en 3D. Et on compte sur lui. Enfin, ce but de cette mission, c'est de vraiment en savoir plus sur la matière noire et l'énergie sombre. Alors, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça y est, il a décollé le 1er juillet. Et puis, James Webb fait avancer la science, ça c'est sûr, hein. Il n'arrête pas de nous remettre en question tout ce qu'on croyait. Donc, il détecte des galaxies qui hébergent des quasars dans l'univers primitif. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et un astronome français a découvert une molécule clé de l'origine de la vie avec le télescope James Webb. Un petit mot sur le Starship ça fait un petit tour de chauffe, enfin chauffer les moteurs à blanc, enfin en statique, voilà, qui se prépare pour le prochain vol d'essai, qui a l'air d'intégrer très vite les erreurs passées. Il y a Ariane 5 qui finalement a retardé son dernier décollage et c'est normalement c'est passé, c'est le 4 juillet. Et donc, Ariane 6 qui suit derrière, il y a un petit article sur Ariane 6. Il y a 4 scientifiques qui se préparent pour une mission sur Mars et s'enferment, donc se confinent pendant 1 an. Voilà, et un article approfondi de Brisson, je ne sais plus son prénom tout d'un coup, qui parle beaucoup sur Mars et l'exploration martienne. C'est intéressant. Donc, les astéroïdes, c'était la journée mondiale des astéroïdes. Tout ce qui sensibilise aux astéroïdes. Et donc, il y a un super beau document, si vous voulez vous renseigner mieux sur les astéroïdes, entre autres les astéroïdes qui menacent de frapper la Terre. Il y en aura d'ailleurs un en 2029, un vendredi 13, je ne sais plus de quel mois, et avec une interview de Patrick Michel, que j'ai eu personnellement le bonheur d'avoir comme formateur une fois dans une rencontre de la formation d'astronomie astrophysique que je suivais en 2003-2004. Et donc, il nous fait une interview très intéressante et formateur sur cet astéroïde Apophis qui va frôler la Terre en 2029 à 1/10 de la distance de la Lune. Mais, a priori, ça craint rien. Et après, il y en a un autre qui a croisé la Terre le 28 juin, mais lui, il était vachement plus loin que la Lune. Voilà, ça c'était l'article de Pierre Brisson dont je voulais vous parler tout à l'heure. La production d'oxygène sur Mars par Persévérance qui double ses capacités. Encore une forme bizarre de rocher découvert par Persévérance. Et voilà l'essentiel de l'essentiel. Sur l'ISS, la NASA recycle 98% de l'urine et de la sueur en eau potable, comme quoi on peut le faire. Et des étudiants roumains ont remporté un prix de la NASA sur un projet de station spatiale pour 10 000 personnes. Ça mérite de l'intérêt, hein. Chapeau. Voilà. Alors, quelques images de plus. Je sais qu'il y en a une de Vénus. Tiens, on parle de Jupiter et de Callisto. Parce que quand vous observez, pas spécialement cette semaine, mais parfois quand on observe les satellites de Jupiter, on peut voir Callisto, qui est la 4e, la plus lointaine donc des 4 lunes galiléennes. Au lieu de passer devant, elle passe au-dessus, carrément au pôle Nord ou au pôle Sud. C'est parce que c'est une question de rapport d'angle de visée, de ligne de visée de nous, et puis de son inclinaison à elle, et le fait qu'elle soit un peu plus loin de Jupiter que les autres. Donc voilà une photo de Callisto qui passe en apparence au nord, au pôle nord de Jupiter. Comment on peut commencer à observer Jupiter et ses phénomènes. Donc on se penchera un peu plus sur Neptune et Uranus quand il n'y aura pas la Lune. Les planètes du ciel du matin, on l'a vu, hein, Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus, donc je ne reviens pas dessus. Mars et Régulus, on l'a vu aussi. Hein, Mars et Régulus, ça c'est les photos de ce qu'il y a à voir. Donc 22h30, le 10, Mars et Régulus.
Eh bien, nous avons bientôt terminé. Et un petit Vénus. Ah non, c'est en remontant, j'ai encore 2-3 photos à vous montrer. Petite Vénus, donc, qui est décroissante, hein, qui va vers Nouvelle Vénus le 13 août, conjonction inférieure, me semble bien. Hein. Donc, un croissant de Vénus de plus en plus fin. Là, c'était le 21 juin, déjà. Là, eh ben, petite météore des Géminides, mais alors je vous invite à suivre le lien de la source parce qu'il y en a encore d'autres photos encore plus waouh. Ça, c'est sur la lettre d'information l'IMCCE. Il n'y a que des choses d'une qualité exceptionnelle. Hein. Très pédagogique, très documenté. Ça, c'est de la vraie science. Et en plus, il y a des photos. Waouh! Et ça, c'est pas la plus belle finalement. J'ai découvert les autres après. Enfin, elle est belle. Hein. La coupole, c'est en Haute-Provence. Et donc là, c'est une Géminide. C'est, je crois bien que les Géminides, c'est au mois de novembre, je sais plus, ou au mois de décembre. Alors, l'activité solaire, ah ouais, ça percute là. Enfin, elle s'est un peu calmée, mais elle a été hyper forte. Et donc, voilà, il y a une énorme tache qui est visible à l'œil nu. On vous a mis la taille de la Terre à côté là. Hein. Et il y avait plein de groupes de taches. Alors ça, c'était le 28 juin. Et il y a une autre photo du coucher du soleil. Et là, qu'on voit la tache à l'œil nu. Vous voyez, elle est là, la tache. Coucher du soleil du 28 juin, c'est Jean-Baptiste Feldman, qui a un excellent blog, excellent photographe. Donc, voilà. Magnifique soleil couchant avec taches visibles à l'œil nu. Yes. Et on va finir sur la Lune. Bah oui, une petite photo de la Lune telle qu'on pouvait la voir le jour où on a fait On the Moon Again, le 25 juin, c'était le 25 juin. Et le soleil se levait sur la mer de la Sérénité. Vous voyez, là, c'est dans la nuit. Et là, le jour se lève. Et là, c'est la mer de la Sérénité. Alors, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup. On reprendra le prochain bulletin, on l'enregistrera normalement lundi prochain à 18h. Quoique, je vais commencer à bouger beaucoup. Alors, tenez-vous au courant, suivez les mails. Merci Christophe, merci Yasmina. Bah, s'il y a des questions, mettez-les dans les commentaires, ainsi que n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager et de me soutenir avec grand plaisir pour continuer l'éphéméride, l'almanach des fées célestes, ou la cagouille céleste, comme je l'avais appelé au début, le seul escargot qui vole dans le ciel. Merci beaucoup les amis, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt.